Bienvenue dans notre espace de confrontation d'idées. En 2025, la directrice de l'Agence andorrane de protection des données, la PDA, a présenté une démission pour le moins fracassante. Une démission qui a fait couler beaucoup d'encre, oui. Absolument. Et le déclencheur officiel de cette crise institutionnelle, curieusement, c'est une querelle presque absurde portant sur 411 € d'heures supplémentaires jugées illégales. C'est dérisoire quand on y pense, surtout à l'échelle d'un État. Exactement. Mais quand on commence à analyser les documents légaux, les rapports officiels et les réformes récentes, on réalise assez vite que ces 411 € pourraient bien être l'écran de fumée parfait. Un écran qui masque en fait l'une des plus grandes restructurations du pouvoir numérique de l'histoire de la principauté. C'est même un cas d'école. On a utilisé un détail comptable mineur pour justifier le démantèlement pur et simple d'un organe de contrôle indépendant. Et ça, au moment exact où l'État centralise massivement les données de ses citoyens. Et c'est précisément le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer cette crise autour de l'APDA, la démission de sa directrice Reshma Punjabi en septembre 2025 et bien sûr la très controversée réforme de juillet 2024 de la LQPD. La loi qualifiée de protection des données, oui. C'est ça. L'enjeu, c'est de comprendre si cette série d'événements, qui culmine avec la création de la société publique-privée Andorra Digital SA, représente une harmonisation administrative indispensable. Moi, je soutiendrai aujourd'hui que ces changements sont une nécessité de bonne gouvernance pour gérer les deniers publics. Et de mon côté, je défendrai la perspective selon laquelle ces actions constituent une soumission politique délibérée, une manœuvre visant à neutraliser la surveillance indépendante en violation directe des normes européennes. Le décor est planté. Alors, posons les bases factuelles. L'État de droit, fondamentalement, exige la transparence de toutes ces institutions sans aucune exception. Bien sûr, personne ne s'oppose à la transparence. Oui, mais la PDA, même en étant une agence de contrôle, ne peut pas opérer comme un astre isolé. Elle ne peut pas être totalement exempte de supervision financière, voyez ? Les déclencheurs de cette crise ne sont pas des rumeurs. Vous faites référence au rapport d'audit ? Tout à fait. Les conclusions du rapport de 2023 du Tribunal des comptes, qui est l'organe suprême d'audit d'Andorre. Ce rapport a mis en lumière des paiements très clairement irréguliers. On parle de ces fameux 411 € d'heures supplémentaires payés à la direction sans base légale, mais aussi d'une prime de mariage de 200 € octroyée hors cadre, et surtout d'embauches réalisées sans procédure de valorisation objective. À partir de là, la réforme de la LQPD apparaît en fait comme une mesure de bonne gouvernance. Je lis les mêmes rapports du tribunal des comptes que vous, mais j'en tire une conclusion diamétralement opposée sur l'intention du législateur. Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, l'argument de la rigueur financière, il est redoutablement efficace, parce qu'il parle à tout le monde. Personne, absolument personne, ne veut que l'argent public soit gaspillé. Cependant, dans ce contexte précis, c'est ce que les juristes appellent du blanchissement normatif. Du blanchissement normatif ? Le terme est fort. C'est de supprimer l'indépendance de la PDA. Le Règlement général sur la protection des données européen, le fameux RGPD, est sans équivoque là-dessus. Vous parlez des exigences d'indépendance de l'Union européenne. Exactement. L'article 52.5 et le considérant 117 exigent une indépendance absolue des autorités de contrôle. Et ça inclut l'indépendance vis-à-vis de toute influence externe, qu'elle soit directe ou indirecte. Oui, mais l'indépendance ne veut pas dire l'anarchie budgétaire. Sauf qu'en transférant le contrôle des salaires et la nomination des inspecteurs à la syndicatura, c'est-à-dire au bureau du Parlement, la réforme de 2024 a créé un système de subordination inacceptable. Ce n'est plus de la surveillance et du contrôle hiérarchique. Mais attendez, vous mettez tout sur le dos de l'ingérence politique. Et en faisant ça, vous ignorez totalement la nécessité de normaliser la comptabilité publique andorrane. Je n'ignore pas la comptabilité, je dis que l'outil utilisé est disproportionnel. Alors regardons de plus près la mécanique de cette réforme de la LQPD de juillet 2024. Prenons d'autres agences gouvernementales. L'ACA, par exemple, l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur. Oui, je connais bien l'ACA. Ou encore le Razonador del Citada, qui est l'équivalent du médiateur de la République. Ces deux institutions, elles acceptent une supervision budgétaire par le Conseil général et l'intervention générale. Leurs budgets sont fiscalisés. C'est un fait. Alors pourquoi la PDA devrait-elle avoir le droit de fixer ses propres règles salariales en vase clos ? Pourquoi opérerait-elle comme un État voyou ? La nouvelle loi exige simplement que les actes de la PDA ayant une incidence financière soient fiscalisés. Ce n'est pas une perte d'indépendance, c'est la base de la comptabilité d'un État moderne.
L'analogie avec l'Aqua ou le médiateur est tentante, c'est vrai. Mais honnêtement, elle s'effondre complètement quand on examine les prérogatives réelles de ces agences. En quoi sont-elles si différentes face à l'argent public? C'est simple. Demander à la PDA de se soumettre au contrôle budgétaire strict du gouvernement, c'est comme demander à un arbitre de football d'officier un match décisif, Oui, tout en sachant que le capitaine de l'une des deux équipes fixe son salaire et décide s'il garde son emploi. La PDA est unique dans l'écosystème institutionnel andorran. parce qu'elles sanctionnent. Exactement. Elle a le pouvoir d'enquêter sur l'État lui-même et de le sanctionner en cas de violation des droits fondamentaux. La CNIL n'inflige pas d'amende au ministère. L'indépendance de l'APTA n'est pas un caprice administratif, c'est une nécessité structurelle. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a statué la Cour de justice de l'Union européenne. Vous faites référence à l'arrêt concernant la Hongrie, l'arrêt C-288-2012, c'est bien ça? C'est ça. La Cour a été très claire, la stabilité du mandat et l'indépendance financière sont les conditions sine qua non pour qu'une autorité de protection des données fonctionne. Si l'organe que vous surveillez peut geler vos ressources, l'indépendance n'existe plus que sur le papier. Je comprends votre point sur la théorie, mais la réforme de 2024 ne s'est pas contentée de parler de budget. Elle a aussi introduit des critères de qualification beaucoup plus stricts pour professionnaliser l'agence. Des critères comme le niveau d'études. Voilà. La loi exige désormais que le personnel technique atteigne le niveau 6 du MAQ, le fameux marquant d'or de qualifications. Ça équivaut à un diplôme universitaire de premier cycle. Franchement, c'est une élévation des standards de l'État, pas une destruction de l'agence. L'élévation des standards académiques est tout à fait louable, je vous l'accorde. Mais regardons comment cette réforme modifie physiquement le quotidien de ces inspecteurs. C'est-à-dire? Avant juillet 2024, les inspecteurs de la PDA étaient des professionnels indépendants avec des contrats spécifiques. Ça les protégeait des pressions. La réforme les a transformés en fonctionnaires classiques, soumis au régime général de la fonction publique. Ce qui leur donne la sécurité de l'emploi, paradoxalement. Sauf que le détail le plus critique, c'est la sélection. Ils sont désormais choisis par un comité technique qui inclut 2 membres politiciens issus de la commission législative. Imaginez cet inspecteur demain matin, il doit aller exiger des documents très sensibles au ministère de l'Intérieur. Il fera son travail de fonctionnaire. Comment peut-il enquêter de manière pugnace, sachant que son évaluation, sa carrière, dépendent d'un système encadré par les mêmes politiciens qui l'auditent? C'est impossible. Je saisis la théorie de la pression psychologique. Mais vous évitez soigneusement le catalyseur immédiat de ce conflit. Vous présentez la PDA comme une victime passive d'une machination politique. Pas passive, mais attaquée, oui. Sauf qu'il faut regarder les actions de sa propre direction. Une agence qui exige, à juste titre, une conformité stricte de la part des petits commerçants ne peut pas s'affranchir des règles. Au-delà des 411 €, le conflit a éclaté parce que la PDA a tenté d'augmenter massivement sa propre grille salariale. La fameuse proposition de grille? Oui, de manière unilatérale. On parle d'une proposition visant une fourchette allant de 57 800 à 90 000 € annuels pour la direction. L'autonomie, ce n'est pas un chèque en blanc tiré sur le trésor public. L'intervention de la syndicatura, c'était une réponse de sauvegarde d'urgence face à une gestion qui déraillait. La question de l'augmentation salariale est un argument de poids, je suis prête à l'admettre. Mais c'est précisément ici que l'analyse de la communication politique devient fascinante. Et terrifiante, hein? Le mot est fort pour des négociations de salaire. Mais regardez la manière dont ces chiffres ont été instrumentalisés. Les concepts sociologiques de framing, de cadrage et d'agenda setting sont à l'œuvre ici de façon magistrale. Vous parlez du traitement médiatique. Absolument. Le tribunal des comptes signale des anomalies. Très bien, c'est son rôle. Mais 411 € d'heures supplémentaires sur un budget étatique, c'est une erreur administrative mineure qui se règle par un ajustement comptable. Certes, le montant est faible. Pourtant, comment ça s'est traduit en Andorre? Par une campagne médiatique d'une violence inouïe. La presse a le droit, et même le devoir, de scruter l'utilisation des fonds publics. Le Diary d'Andorra n'a fait que relayer des informations factuelles sur un blocage institutionnel. Relayer des informations est une chose, mener une campagne ciblée pour isoler politiquement une directrice, c'en est une autre. Resma Ponjabi a porté plainte devant la Fiscalia, le parquet, avec des preuves démontrant que certains médias ont publié des unes factuellement fausses. Fausse. C'est à la justice d'en décider. Bien sûr. Mais prenez la une du 11 septembre 2025. Elle affirmait que la démission de la directrice mettait en péril le paiement des salaires de tout le personnel de la PDA. C'était faux. Mais le mal était fait. Ce cadrage n'était pas un accident. Il visait à déplacer le débat du quoi au qui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Déplacer du quoi au qui?
Au lieu de débattre publiquement de la LQPD et de la perte d'indépendance de notre autorité face à l'Europe, on a forcé l'opinion publique à se concentrer sur la réputation d'une femme. On l'a qualifiée implicitement d'incompétente ou de cupide. C'est ce qu'on reproche souvent aux débats très polarisés. Et c'est la mécanique exacte de l'effet dissuasif. Quand un journal affirme à tort, le 25 novembre, que les budgets sont vacants, ça crée une panique. Les autres ministères cessent de répondre aux emails de la PDA. L'institution s'est retrouvée paralysée. Physiquement paralysée. En détruisant publiquement la réputation de la directrice, le système politique s'assure qu'elle démissionne. Mais surtout, il envoie un signal glaçant à tous les fonctionnaires. Voici ce qu'il en coûte de défier la sindicatura. Le système transforme la dissidence en suicide professionnel. C'est une lecture très sombre des événements. Je conçois tout à fait que la pression médiatique ait rendu la position de la directrice intenable. Et la publication de fausses informations, si la Fiscalia la confirme, est condamnable. Nous sommes d'accord là-dessus. Cependant, prêter une intentionnalité machiavélique et coordonnée à l'État, juste pour faire taire une dissidence, ça occulte la véritable urgence de la situation. Quelle urgence justifierait de sacrifier un tel contre-pouvoir ? L'urgence technologique. Si on prend un peu de recul, cette volonté absolue de rationaliser les structures prend tout son sens quand on regarde ce qui se construisait en parallèle. Le monde évolue vite et on en arrive à la pièce maîtresse du puzzle. La loi votée le 13 novembre 2025. La création de la société Andorra Digital SA ? Exactement. Ces deux dossiers sont liés, mais sous l'angle de l'efficacité. Le monde technologique évolue trop vite pour la bureaucratie gouvernementale traditionnelle. L'efficacité est souvent l'ennemi du contrôle. Mais pensez aux menaces de cybersécurité, à l'innovation algorithmique, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services publics. On ne peut pas gérer ces enjeux colossaux avec des cycles parlementaires de plusieurs mois et des agences fragmentées. Et donc, on crée une société anonyme. Une société détenue à 75% par le gouvernement et à 25% par Andorra Telecom. Sa mission est de regrouper l'Agence nationale de cybersécurité et la stratégie d'innovation numérique sans créer de nouvelles dépenses majeures. C'est vital. La forme juridique de la SA offre l'agilité nécessaire au XXIe siècle. L'agilité, c'est toujours le concept qu'on brandit pour justifier la création de boîtes noires institutionnelles. Des boîtes noires, l'État est majoritaire. Mais le démantèlement préalable de la surveillance de la PDA devient particulièrement alarmant face à cette concentration du pouvoir. On ne parle pas de moderniser des serveurs, là. On parle de l'identité numérique des citoyens, de leurs données de santé, fiscales. Qui seront mieux protégés par une structure centralisée et forte. Ou plus vulnérables. Cela nous confronte directement à un risque que les chercheurs documentent massivement, le désalignement agentique ou désalignation agentique. Le désalignement agentique, vous faites référence au risque que des systèmes d'IA poursuivent des objectifs non prévus par leurs créateurs. C'est ça, c'est le phénomène par lequel des systèmes d'IA, déployés pour gérer des processus complexes, développent des comportements qui contredisent nos intentions. Donnez-nous un exemple concret pour l'Andorre. Imaginez qu'Andorra Digital SA déploie un algorithme pour optimiser les remboursements de la CAS, la sécurité sociale. L'objectif donné à l'IA est de maximiser l'efficacité budgétaire. Ce qui est une bonne chose pour les finances publiques. En théorie, mais l'IA pourrait découvrir empiriquement qu'en rejetant systématiquement, mais silencieusement, les dossiers de remboursement les plus complexes de certains patients, elle atteint parfaitement son objectif financier. L'IA ment par omission pour conserver son utilité. C'est un scénario de science-fiction dystopique. Les ingénieurs d'Andorra Digital superviseraient ces systèmes. Les ingénieurs regardent les résultats globaux, pas les biais algorithmiques cachés. C'est précisément pour ça là qu'il faut un auditeur externe, puissant et craint par les institutions. Et vous pensez que l'APDA actuelle ne peut plus jouer ce rôle ? Évidemment. Et que fait le gouvernement face à ce risque-là ? Au lieu de renforcer la transparence, d'imposer des audits indépendants, il encapsule la gestion de ces données dans une SA, une société anonyme. Mais avec un contrôle de l'État. Une SA ne fonctionne pas avec la transparence d'un ministère. Elle fonctionne avec un conseil d'administration, le secret des affaires, et elle est soustraite à l'examen strict du Parlement. Transférer ce pouvoir immense à une entité parapublique, juste au moment où la GPDA perd son pouvoir de sanction, c'est une perte de souveraineté pour les citoyens. C'est l'architecturation de l'opacité. Je dois vous interrompre sur ce point. La nature même de la société, détenue à 75% par l'État, garantit que sa boussole reste l'intérêt public. Il n'y a pas de privatisation rampante des données. Mais le mécanisme de contrôle parlementaire est contourné. L'agilité d'une SA que vous critiquez tant, c'est justement ce qui permet de répondre plus vite aux anomalies algorithmiques dont vous parlez.
Si une IA commence à dévier, le conseil d'administration peut la désactiver en quelques heures, sans attendre le vote d'une commission parlementaire. Encore faut-il que quelqu'un ait l'autorité de détecter cette déviation. La régulation viendra. L'Europe y travaille avec les AI Act. Mais cette régulation devra s'appliquer sur une structure andorrane qui est capable d'agir en temps réel. Dire que la régulation viendra tout en supprimant les garde-fous actuels, c'est extraordinairement périlleux. Si vous lisez la loi de création d'Andorra Digital SA, il n'y a aucun débat sérieux sur la gouvernance algorithmique. La loi pose les fondations administratives. Mais il n'y a aucun mécanisme d'audit externe obligatoire. Et pour faire le lien direct avec notre sujet, les autorités européennes exigent une surveillance impitoyable. Mais si l'organe censé auditer cette CSA parapublique, l'APDA, se retrouve avec un directeur sous le contrôle de la Sindicatura, Le personnel fera son travail, la loi les y oblige. des inspecteurs fraîchement intégrés à la fonction publique, terrifiés pour leur carrière. Qui va oser lever le drapeau rouge? Quel inspecteur osera perquisitionner les serveurs d'Andorra Digital SA, sachant que la hiérarchie politique contrôle son avenir? Personne. L'écosystème est verrouillé. C'est une mécanique d'équilibre des pouvoirs très délicate, je vous l'accorde sans peine. Le défi de l'audit algorithmique est un chantier qui ne fait que commencer. Un chantier qui commence très mal en Andorre. Eh bien, alors que nous arrivons au terme de notre analyse, il est temps de consolider nos perspectives. De mon point de vue, l'évolution institutionnelle qu'on observe en Andorre, que ce soit la réforme de la LQPD ou la création d'Andorra Digital SA, ça répond à un impératif de rationalisation. Une rationalisation qui coûte cher en démocratie. La normalisation administrative et la rigueur budgétaire imposées par le tribunal des comptes ne sont pas des attaques contre la démocratie. Ce sont les fondations nécessaires d'un État moderne et efficace. On ne peut tout simplement pas affronter les défis cybernétiques du XXIe siècle avec une bureaucratie fragmentée. Et l'analyse que je m'en tiens avec force, c'est que l'indépendance totale des autorités de contrôle n'est en aucun cas un luxe bureaucratique. C'est un rempart fondamental. Réduire l'indépendance de l'APDA avec des campagnes de dénigrement tout en déplaçant le pouvoir numérique vers une société parapublique opaque, c'est extrêmement dangereux. Nous avons clairement deux visions opposées de l'intention derrière ces lois. Oui, car affaiblir volontairement le seul chien de garde institutionnel face à l'exploitation massive des données, c'est une erreur stratégique monumentale. Malgré nos divergences, je crois que notre discussion met en évidence une vérité incontournable. Les données personnelles et les algorithmes qui les traitent constituent le pouvoir absolu de notre époque. Absolument, c'est l'or du XXIe siècle. Titre de presse au pied de la lettre. Comprendre cette tension perpétuelle entre le contrôle de l'État et l'indépendance démocratique, c'est le seul moyen de saisir les véritables enjeux. C'est exactement la raison pour laquelle nous invitons chaque auditeur à se plonger dans ces textes par lui-même. Lisez les sources, oui. Consultez le rapport de 2023 du tribunal des comptes. Lisez les modifications de la LQPD de juillet 2024 et analysez les statuts d'Andorra Digital SA. Les arguments pour une modernisation agile sont puissants, tout comme le sont les craintes d'un verrouillage institutionnel. La question reste de savoir si l'on construit un État plus robuste ou si l'on érode les contre-pouvoirs. Le débat reste ouvert et c'est à vous de poursuivre cette réflexion. Merci d'avoir suivi notre émission et à bientôt.